Bienvenue au Petit Palais, je suis Annick Lemoine, la directrice du musée et la co-commissaire de l'exposition Jean-Baptiste Greuze, l'enfant sans lumière, que je vais vous présenter avec le deuxième co-commissaire Michael Zanto. Et nous étions trois pour préparer cette exposition avec Yuriko Jackal, une collègue des États-Unis. L'exposition Jean-Baptiste Greuze, l'enfant sans lumière est visible au Petit Palais jusqu'au 25 janvier. Alors l'exposition Jean-Baptiste Greuze, l'enfant sans lumière, vous présente pour la première fois à Paris une exposition monographique consacrée à cet artiste. L'ambition de l'exposition, c'est de célébrer Jean-Baptiste Greuze à l'occasion du 300e anniversaire de sa naissance. C'est une exposition exceptionnelle parce que c'est une exposition monographique et il n'y a pas eu d'exposition monographique consacrée à Greuze depuis les années 70 et la dernière a eu lieu en 1976 à Dijon parce que Greuze est originaire de Tournu et ensuite aux États-Unis. Donc c'est la première exposition monographique jamais organisée à Paris. Jean-Baptiste Greuze est aujourd'hui un artiste méconnu, voire mal compris, mais il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, c'était l'un des artistes les plus connus en France pour le siècle des Lumières. Pour toutes ces raisons, c'est une exposition absolument exceptionnelle parce que nous avons eu des prêts rares provenant d'institutions les plus prestigieuses et des quatre coins du monde, du Metropolitan Museum de New York, des National Gallery d'Écosse, mais aussi du Louvre, de la BNF, du Musée Fabre de Montpellier et de nombreuses autres institutions, mais aussi nous avons eu de très nombreux prêts de collections privées, des œuvres qui avaient disparu, des œuvres inédites et qui sont présentées pour nombre d'entre elles pour la première fois et que vous ne pourrez voir qu'à cette occasion. Alors nous avons voulu présenter une exposition monographique, on déroule toute la carrière de Greuze qui traverse tout le XVIIIe siècle, mais à partir d'un prisme très particulier, celui de l'enfance. Alors pourquoi? Parce que les portraits d'enfants, le thème de l'enfant sont omniprésents dans l'œuvre de Greuze du début à la fin de sa carrière. Ils sont omniprésents parce qu'en fait ils font écho au débat propre au siècle des Lumières. Greuze est très proche des philosophes, des pédagogues, de Diderot, de Rousseau, et il va se faire l'interprète, voire l'ardent défenseur des débats autour de l'enfance, autour de l'éducation, de la question de la famille. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir en tête que c'est au XVIIIe siècle qu'on prend enfin conscience que l'enfance est un âge à part entière, qu'on doit considérer l'enfant et son éducation comme un moment décisif. Et l'idée des philosophes, et Greuze avec eux, est que l'enfant éduqué, aimé, grâce à la connaissance et la culture, va être à l'origine d'une régénération de la société. On aboutira à la Révolution française à la fin du siècle. Nous sommes ici dans la première salle de l'exposition qui vous présente Greuze intime, Greuze père de famille. Je me suis arrêtée devant ce tableau qui représente en fait l'une de ses deux filles, Louise Gabrielle, à 4 ans. On est en 1767, au début de sa carrière. Et il faut que vous sachiez que c'est un tableau qui a eu un succès immense au salon au XVIIIe siècle. Un tableau aussi qui était perdu. Il était perdu depuis une cinquantaine d'années, en fait, avec les co-commissaires et notamment Michael Zanto. Ça fait 20 ans qu'on cherche ce tableau. On ne savait pas où il était et en sollicitant nos réseaux, enfin on a pu le trouver. En fait, il est dans un château en Angleterre, chez un collectionneur privé qui a bien voulu s'en défaire pendant le temps de l'exposition. Il est exceptionnel et il a fait sensation
parce qu'il représente sa fille à 4 ans, mais vous voyez dans sa chemise de nuit, avec son bonnet de nuit et son petit chien qui est un épagnol, un pyram, un chien très à la mode au XVIIIe siècle, que vous allez retrouver dans différentes œuvres avec sa femme et à d'autres moments avec sa fille à nouveau. Et ce qui a fait sensation et ce qui est particulièrement nouveau, c'est à la fois le fait qu'il va montrer sa fille avec un cadrage très serré dans son intimité. Lorsqu'elle va se coucher, juste avant d'aller se coucher ou au réveil, dans une tenue de l'intimité. Et vous voyez aussi avec un souci de vérisme et de naturalisme. On sent la texture du drapé, il y a le détail extrêmement joli du petit ruban bleu sur la chaise attachée, nouée au dossier, et aussi la façon dont l'enfant et son chien de compagnie vous regardent et vous interpellent. C'est une façon de faire rentrer le public du XVIIIe et nous aujourd'hui encore dans l'intimité de sa famille. Ce souci de vérité, regardez aussi la façon dont il arrive à faire briller l'œil avec un petit rayon blanc dans le coin de l'œil, sur les lèvres également entrouvertes. Ce sont autant de détails qui donnent l'impression qu'on est vraiment devant le portrait palpable, tangible aujourd'hui encore de sa fille. Et cette œuvre était présentée au Salon. Le Salon, c'est le temps fort de l'art contemporain au XVIIIe siècle. Il y avait de très nombreuses œuvres, c'était au Louvre. Et donc c'était très nouveau que de présenter dans un grand format le portrait de sa fille au réveil ou juste avant d'aller se coucher. Il a fait sensation. Greuze, il faut savoir aussi, c'est le peintre du public. Il est adulé par le public immédiatement dès le début de sa carrière et par la critique, Diderot en particulier, qui a dédié de longues pages à cette œuvre. Là, vous avez donc un exemple d'un portrait de sa fille, et dans cette première salle, vous verrez que les premiers modèles de Greuze, ce sont les membres de sa famille, ses proches. Ses deux filles, Louise Gabrielle et Caroline, mais sa femme également, qui était à la fois son modèle, sa muse, son beau-père. Sa femme va être son modèle tout au long de sa carrière. Mais autrement, Greuze peint aussi beaucoup d'inconnus, de jeunes enfants qu'il devait sans doute solliciter pour poser pour lui. En revanche, il recherche le naturalisme, le sentiment de vérité, et donc il fait toujours poser des modèles pour réaliser ses œuvres. Alors cette seconde salle est consacrée à la figure de l'enfance, la récurrence d'un thème qui hante tout l'œuvre de Greuze. Depuis ses débuts jusqu'à sa mort, l'enfant est partout présent dans son œuvre et le projet était de mettre en évidence cette récurrence de la thématique. Alors moi j'aimerais montrer deux tableaux, insister sur deux peintures que je trouve parmi les plus belles, les plus merveilleuses de son œuvre. Le Petit Paresseux qui est ici, on verra le second dans un deuxième temps. Le Petit Paresseux, il est important pour deux raisons. En raison de sa beauté, de son extrême beauté, mais aussi en raison de la place qu'il occupe dans l'œuvre de Greuze. Nous sommes ici en 1755, Greuze a 30 ans. Et que fait Greuze à 30 ans? Il fait Le Petit Paresseux. Il arrive à Paris autour de 1750, on ne sait pas exactement où il habite. Rapidement, il veut intégrer l'académie. Pour intégrer l'académie, il faut présenter des tableaux, ce qu'on appelle les morceaux d'agrément. Il présente des tableaux à l'académie, il frappe à la porte de l'académie. Je veux devenir peintre de l'académie. Il propose des tableaux, parmi ces tableaux, un portrait, une scène de genre, et celui-ci, Le Petit Paresseux, aujourd'hui conservé au musée de Montpellier. Un chef-d'œuvre. 1755, et Greuze, déjà, s'impose en quelque sorte comme le peintre de l'enfance. Alors c'est un temps important pour la vie d'un artiste, d'être agréé, puisque généralement vous avez quelques mois pour présenter votre morceau de réception, qui est le deuxième tableau, le chef-d'œuvre que vous devez proposer à l'académie pour intégrer le corps académique. Mais dès lors que vous avez été agréé, vous êtes dans la possibilité de participer au salon. Et Greuze, aussitôt, présente au public les différents tableaux, sa scène de genre, son portrait et ce petit paresseux. Le tableau suscite l'admiration du public. Greuze, jusqu'alors inconnu, est considéré comme un prodige.
un génie. L'artiste suscite aussi l'agacement de ses camarades, de ses confrères, qui suspectent d'ailleurs qu'il ne soit pas l'auteur de ses propres tableaux en raison de l'extrême beauté de cette peinture, comment peindre un tel chef-d'œuvre à 30 ans. Et le public, aussitôt, est conquis par l'œuvre de Greuze, et notamment par sa capacité à peindre l'enfance. Ici, un tableau merveilleux, très sobre, très simple, non pas, vous voyez, un aristocrate, non pas un enfant de grand seigneur, un enfant du quotidien, endormi sur son livre, et l'artiste veut parvenir à traduire justement ce moment mystérieux, secret, propre à l'enfant, le temps du sommeil, épuisé par la lecture. On voit ici, dans l'œuvre de Greuze, deux thèmes, l'enfance, l'importance qu'il faut accorder à l'enfance, mais aussi à l'éducation. L'enfant est en train de lire, quel que soit son milieu social. Vous voyez là, on est dans le registre de l'humble, de la simplicité. Il ne s'agit pas, vous voyez, d'un enfant de grand seigneur. On est dans un milieu modeste. Et cet enfant a droit à l'éducation. Il veut apprendre. Là, c'est un temps de fatigue, un temps de solitude, un temps de peut-être aussi d'épuisement. Il s'épuise sur son livre. Et l'artiste arrive à restituer, vous voyez, ce temps très mystérieux. Le geste est rapide, la matière est onctueuse. Un détail assez troublant, c'est la manière dont Greuze va restituer l'écriture sur le cahier. Il utilise le manche de son pinceau, il retourne son manche, vous voyez, et il gratte, il incise la matière. Et là, on voit le grand artiste qui sait utiliser la matière, exploiter tous les effets de matière, les effets de couleur. Vous voyez ces camailleux de brun, la matière extrêmement triturée. De loin, le tableau semble presque léché. De près, en fait, c'est un geste rapide, onctueux, chargé de matière. Tout est rapide, tout est fait avec vigueur. Vous voyez, rien n'est fait dans la minutie. On voit un artiste, vous voyez, qui ose attaquer la toile avec un pinceau extrêmement rapide. Là, Greuze, déjà, s'impose d'emblée à 30 ans comme l'un des plus grands artistes du XVIIIe siècle. Je disais qu'il y avait un deuxième chef-d'œuvre, c'est mon tableau préféré, le tableau d'Édimbourg. Ce tableau est conservé à Édimbourg, dénommé le Petit Écolier. On voit ici un écolier qui étudie sa leçon. Chef-d'œuvre, pourquoi chef-d'œuvre? Parce que je pense qu'aucun artiste autant que Greuze a su restituer l'intimité, l'intériorité d'un enfant. Et là, nous sommes, vous voyez, en 1757, le tableau que j'ai présenté précédemment, 1755, c'est son morceau d'agrément. 2 ans plus tard, on pourrait penser qu'il renonce à l'exercice même du portrait d'enfant. Il en fait véritablement une spécificité, un genre. Au salon de 1757, il présente à nouveau un portrait d'enfant, c'est celui-ci. Et là, évidemment, le public avait déjà été marqué par l'excellence de l'artiste. Tout indiquait que Greuze allait s'imposer comme l'un des grands artistes du XVIIIe siècle. En 1757, la chose est évidente, Greuze compte parmi les plus grands peintres de Paris. Beauté, pour moi, absolue, les camailleux à nouveau, les rapports, vous voyez, entre les marrons, les beiges, mais surtout l'acuité, la capacité à restituer l'intimité, la psychologie de l'enfant. Ici, un enfant, vous voyez, perdu dans ses pensées. Comment arriver à restituer, vous voyez, ce sentiment intérieur? Très peu d'artistes y parviennent. Greuze, désormais non plus, vous voyez, 30 ans, mais 32 ans, voilà ce dont il est capable. Et ici, c'est un acte, presque un acte politique. Il veut montrer, mettre en évidence que l'enfance n'est pas un âge que l'on doit mépriser, un âge qui ne compte pas. L'enfance, et là il s'inscrit, vous voyez, dans la grande tradition des philosophes contemporains, les Diderot, les Rousseau, les Condorcet, l'enfance, ce temps-là est un temps majeur, un temps que l'on doit considérer. Et ce temps-là est un temps que, en quelque sorte, l'individu, l'homme adulte, ne parvient pas à comprendre. Il faut accepter que cet enfant a une psychologie, a une intériorité, un monde qui lui est propre, à part, mais que l'on se doit de respecter, un monde que l'on doit même aussi protéger. Je cite toujours cette phrase importante de Rousseau dans les Mille, l'enfance a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres. Rien n'est moins sensé que d'y vouloir substituer les nôtres. Dans ce tableau, vous voyez, tout est dit. À quoi bon vouloir substituer nos propres émotions, nos propres intentions? Il y a un monde qui est propre à l'enfant et tout est dit dans cette image.
Alors cette salle, la troisième salle de l'exposition, est consacrée à la figure de la mère. La mère qui joue un rôle essentiel dans l'éducation de l'enfant. Et j'aimerais ici attirer l'attention sur un tableau, un chef-d'œuvre de Greuze, exposé et présenté au salon de 1759, Le repos ou le silence. Donc on voit une jeune mère avec ses enfants, son nouveau-né, vous voyez, contre son sein, encadré de deux autres enfants qui sont également ses enfants et qui demande au jeune garçon, vous voyez, qui est en train de jouer de l'instrument de musique, de faire silence, puisque l'un est en train de dormir. Alors on est très heureux de présenter ce tableau puisqu'il appartient au roi d'Angleterre. Et il faut savoir que ce tableau est dans les collections privées du roi d'Angleterre, dans ses appartements privés, donc c'est un tableau qu'on ne voit absolument jamais. Et très généreusement, le tableau nous a été prêté, donc c'est vraiment l'occasion de voir ce tableau important dans l'œuvre de Greuze. Alors ce tableau, c'est une scène de genre. Vous voyez donc, on voit cette jeune mère, vous voyez, entourée de ses enfants, dans un intérieur, vous voyez, à nouveau qui relève de la simplicité. Il n'est absolument pas dans une culture du luxe, où rien n'est ostentatoire, tout est simple, tout est humble. Cette image représente un temps du quotidien qui s'inscrit dans la tradition de la scène de genre et finalement, pour le public, cette scène est une maternité, elle n'est qu'une maternité. Vous voyez, donc une scène avec une mère et ses enfants. Il faut savoir que cette image qui peut nous sembler tout à fait ordinaire, très simple, est tout à fait singulière. Une véritable singularité iconographique. Ce qui nous semble évident, de voir une mère avec ses enfants, dont l'un est contre son sein, ne l'est absolument pas au XVIIIe siècle, et c'est un grand sujet de débat. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, les mères, évidemment, ne nourrissaient pas leurs enfants, les enfants étaient mis en nourrice, c'est une pratique ordinaire au sein de l'aristocratie, mais pas seulement au sein de l'aristocratie, les épouses d'artisans, mais même les milieux les plus pauvres, parfois aussi, ne pouvaient pas garder leurs enfants pour des simples raisons de travail, donc les enfants étaient mis en nourrice. Quand vous aviez la chance, évidemment, d'avoir des revenus financiers importants, vous faisiez appel à une nourrice non loin de la demeure, mais pour une grande part, on donnait à un enfant une nourrice, vous voyez, qui était très éloignée de l'habitat, et donc l'enfant, malheureusement, une fois sur trois, ne revenait jamais. Le taux de mortalité était très important au XVIIIe siècle. Et ici, Greuze, vous voyez, en représentant cette image, en représentant cette mère avec son enfant, vient défendre un propos philosophique, c'est un propos qui est entretenu par les philosophes, certains moralistes. L'enfant doit être nourri par la mère. L'enfant ne doit pas être mis en nourrice, il doit être élevé, éduqué au sein de la famille. Et pour l'équilibre de l'enfant, pour la psychologie de l'enfant, pour le bonheur de l'enfant, il est important qu'il reste au sein du foyer familial et qu'il puisse être allaité par sa propre mère. Et ici, Greuze, vous voyez, en représentant cet enfant contre le sein de sa mère, nous dit qu'il est urgent, essentiel désormais, que les mères allaitent leurs enfants. Et ici, on voit un Greuze, vous voyez, qui prend position, qui vient en quelque sorte et s'exprimer par la peinture. Il vient adhérer aux thèses du philosophe. Et là, c'est tout à fait singulier. On voit un artiste qui s'engage, vous voyez, qui met en scène ses propres conceptions sociales. Et donc, il défend ses valeurs, il défend ses croyances et il les met en scène dans sa peinture. Et ici, en quelque sorte, Greuze fait acte politique. Il veut montrer que désormais, non seulement il faut bien sûr éduquer les enfants, il faut les aimer, il faut les laisser au sein même de la famille. Il est important que l'enfant puisse être nourri au sein de la mère, puisque c'est ce lait qui non seulement va bien sûr nourrir l'enfant, mais c'est ce lait aussi qui va introduire une relation affective avec la mère. Et c'est pour Greuze finalement le fondement même de l'amour de l'enfant au sein de la famille. La mère nourrissant son propre enfant. Alors nous sommes ici dans la salle intitulée Histoire de famille, théâtres intimes, parce que vous allez voir que les enfants et le thème de l'enfance est omniprésent dans son œuvre, aussi dans des scènes de genre. Et ce qui est original, c'est qu'il va vous faire pénétrer dans l'intime de la famille au XVIIIe siècle. À la fois, Greuze prend soin de peindre ou dessiner tous les grands temps familiaux, les fiançailles, le mariage, la galette des rois.
mais aussi les temps tragiques, et ça c'est très original. Ici, vous avez, j'ai voulu choisir celui-ci parce que d'abord je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre, c'est un tableau du musée du Louvre qui a été acheté récemment et qui présente une famille réunie autour du père ou du grand-père qui lit sans doute la Bible. Ce qui est intéressant, c'est que déjà il montre à nouveau, il faut vous replacer au XVIIIe siècle, la question de l'éducation. Le père ou le grand-père sait lire, il porte des lunettes et toute la famille l'entoure pour écouter ce moment de partage, de lecture et de connaissance. Mais après, chez Greuze, il faut toujours regarder les détails et vous verrez qu'il met toujours en scène toute la famille. Et les enfants, non seulement ils sont omniprésents, mais ils sont très nombreux et à tous les âges. Et ce qu'il aime, c'est pour ça qu'on parle aussi de théâtre intime, c'est montrer la déclinaison des réactions des uns et des autres à cette scène particulière. Alors vous avez les deux jeunes filles très studieuses, concentrées, qui écoutent. Mais ici, si vous regardez l'expression du jeune garçon qui fait vraiment sourire, il s'ennuie, il est lassé et il voudrait que ça cesse le plus rapidement possible. Et il lui a fait une petite moue comme ça, là, un peu une grimace. Vous avez celui-ci qui nous regarde en nous disant mais regardez ce qui se passe, j'espère moi aussi que ça va se terminer. Lui est concentré dans la pénombre. Et puis les deux plus petits, et on a tous vu ces scènes, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait Greuze arrive à vous montrer des scènes dans lesquelles vous allez vous reconnaître. Ici le petit garçon qui lui essaye d'attraper sans doute un stylet et celui-ci qui fait les cornets, qui joue avec le chien de la famille. Par ailleurs, Greuze aime toujours reconstituer l'intérieur. C'est pour ça qu'on a vraiment l'impression qu'on rentre dans l'intimité de la famille du XVIIIe siècle. Il va prendre soin de mettre des éléments de nature morte, magnifiques du reste. Il a regardé Chardin, il adore, il montre aussi toute sa dextérité. Ici, on est en 1755, c'est à nouveau l'un des tableaux pour son agrément à l'Académie. Au tout début de sa carrière, vous voyez qu'il est en totale maîtrise de la nature morte, de la composition. Vous vous approcherez pour aller regarder la façon dont il peint les blancs merveilleusement bien onctueux, la police de la jeune fille, ou les détails de cet intérieur un petit peu rustique. J'ai souhaité vous présenter ce dessin pour deux raisons. D'abord, c'est un petit chef-d'œuvre du Metropolitan Museum de New York. Il est d'une fraîcheur extraordinaire, il est presque jamais prêté. Ensuite, c'est parce qu'on a enfin compris, on pense, quel est le thème représenté. Je vous disais, Greuze est original aussi parce que non seulement il peint la famille, il dessine la famille, il s'intéresse à l'intime de la famille, mais il s'intéresse aussi au désordre de la famille. L'intime est aussi lié au tragique et les victimes ne sont pas que les adultes, ce sont aussi très souvent les enfants. Et c'est ce qu'il montre dans ce dessin. C'est notre collègue américaine Perrinstein qui a proposé cette interprétation d'y voir une scène représentant la présentation de l'enfant naturel, c'est-à-dire l'enfant illégitime. Au XVIIIe siècle, c'était extrêmement commun. Et vous voyez cette scène qui est en fait une étude préparatoire où une femme agenouillée présente un petit enfant nu. C'est l'enfant naturel, l'enfant illégitime qui est présenté nu pour montrer son innocence. Il est présenté aux autres membres de la famille, le père de famille et les frères et sœurs qui ne sont pas évidemment ravis de voir arriver un autre enfant au cœur de la famille. La deuxième raison pour laquelle je voulais vous présenter ce dessin, c'est que là vous voyez le Greuze dessinateur virtuose, absolument extraordinaire, avec l'usage d'un double lavis posé très rapidement et ensuite un tracé à l'encre indépendant, extrêmement rapide. Je pense que si on prenait juste un détail, on pourrait croire reconnaître Picasso par ailleurs. Par exemple, regardez le petit détail du chien. Il y a beaucoup d'enfants, il y a toujours des animaux et des chiens chez Greuze. Et ici, il arrive avec quelques traits de plume enlevé rapide de vous camper le petit chien qui est en train de s'approcher pour humer
l'enfant qu'il ne reconnaît pas. Et puis si on regarde l'arrière-plan avec cette voûte et la rapidité, toujours la gestuelle, la rhétorique, là on voit le drame dit par les mains levées, vous pourriez presque reconnaître un dessin maniériste du XVIe siècle. Ça vous montre la dextérité de la plume de Greuze, sa virtuosité. Vous verrez qu'il y a d'autres dessins dans des techniques totalement différentes, des sanguines fabuleuses, des dessins très soignés. Greuze est virtuose dans toutes les techniques du dessin. Alors cette salle est consacrée à un thème également central dans l'œuvre de Greuze, la figure du père et plus spécifiquement le rapport, le face-à-face entre le père et le fils. On a vu des enfants, de jeunes enfants, on a vu des mères aimantes, des mères allaitant leurs enfants, des mères qui parfois aussi laissaient leurs enfants à des nourrices. Ici, des pères, des bons pères de famille, mais souvent chez Greuze, aussi curieux que ça puisse paraître, on pourrait s'attendre à ce que Greuze valorise, vous voyez, la figure du père, le bon père de famille, dans une société patriarcale. Greuze est intéressé par la figure du père, mais pas tant pour le valoriser que pour mettre en lumière ses défaillances, ses faiblesses. Vous avez des pères affaiblis, des pères malades, des pères mourants, des pères fautifs. Ici, j'aimerais insister sur un pendant, un diptyque que Greuze a réalisé, un diptyque qui lui a demandé plus de 10 années de travail. Le diptyque est communément appelé la malédiction paternelle. Ce diptyque, ces pendants, ces deux tableaux sont conservés au musée du Louvre. Et je vous présente le premier temps, le fils ingrat. Et donc, ici, je disais qu'il y avait des bons et des mauvais pères, des fils et des mauvais fils. Ici, c'est la figure du mauvais fils, vous voyez, le fils ingrat. Nous sommes dans une famille et ce fils a décidé de quitter la famille contre la décision du père, d'où sa colère, et donc pour rejoindre l'armée. Drame, petit théâtre des émotions, émotions au sein de la famille, pleurs, cris, implorations, vous voyez la mère qui retient son fils, sa sœur qui le supplie de rester, l'un s'effraie, tel autre aussi vient au secours de son père qui semble désespéré mais également extrêmement en colère. Et ce temps familial, c'est effectivement la représentation d'un face-à-face entre le père et le fils, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi un drame familial, un drame qui fait souffrir toute la famille. Et on a deux merveilleuses sanguines qui disent beaucoup, vous voyez, sur la manière de fabriquer l'image et sur l'intention de l'artiste. Vous avez la figure du père, la figure de la colère, monumentale, vous voyez, beaucoup plus grand que la toile elle-même, et aussi ici la figure d'un enfant, cet enfant qui exprime dans son regard la terreur. Et cet enfant est dans le tableau, c'est celui-ci, vous voyez, à l'arrière-plan. Il assiste à la scène, et cette scène est une scène de violence, est une scène qui va traumatiser cet enfant. Et Greuze vient mettre en évidence que ce drame familial entre adultes a aussi des répercussions sur les plus petits, sur les enfants témoins de la scène. Alors ce tableau est particulièrement important puisqu'il dit aussi beaucoup sur l'ambition de l'artiste. Il s'agit d'une scène de genre, une scène familiale. On appelait ces tableaux au XVIIIe siècle des bambochades. C'est le terme qu'on utilisait au XVIIIe siècle. Il faut savoir que le terme de scène de genre n'existait pas au XVIIIe siècle. C'est une notion qu'on utilise à l'extrême fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Le terme ordinaire est le terme de bambochade. Et à l'Académie royale de peinture et de sculpture, la scène de genre, la bambochade, était méprisée. C'est le petit genre, vous voyez, donc c'est le genre le plus bas au sein de la hiérarchie des genres, puisqu'au sommet vous avez la peinture d'histoire, au plus bas la bambochade, la scène de genre, et vous comprenez ici, par son format monumental, l'ambition de Greuze. Que vient dire Greuze en mettant en scène ce drame familial? Il veut montrer que ce temps d'intimité a valeur d'histoire et il construit son tableau tel un tableau d'histoire. Il utilise tous les ressorts de la peinture d'histoire, pensez à la structure du tableau, observez l'isocéphalie qui est propre au registre de la peinture d'histoire, ce premier plan très théâtralisé, un arrière-plan monochrome, vous voyez, de sorte à mieux faire apparaître le drame du premier plan.
Gesticulation, émotion, effroi, cris, imploration, petit théâtre, vous voyez, qui se déroule devant nos yeux. Et ici, Greuze fait œuvre de peintre d'histoire. Il montre que sa scène de genre a valeur de tableau d'histoire. Et il utilise les ressorts de la grande peinture d'histoire, la tradition de la grande peinture d'histoire. On songe ici, ça ne semble pas évident au premier regard, mais c'est ce à quoi il fait référence. On songe à Nicolas Poussin, on songe au grand peintre d'histoire du règne de Louis XIV, à Charles Lebrun. Et le dispositif est propre à la tradition de la peinture d'histoire. Ici, Greuze, en quelque sorte, peintre de bambauchade, vient défendre son genre, il vient montrer que cette peinture méprisée par l'Académie a valeur de tableau d'histoire et qu'elle doit être regardée au même titre que la peinture d'histoire. Il faut méditer la leçon, regarder la scène, réfléchir sur le sens à donner à cette histoire. Et comme toujours chez Greuze, rien n'est facile, rien n'est évident. Le fils ingrat, vous voyez, qui agit contre l'intention du père, a décidé de rejoindre l'armée. Deuxième temps de l'histoire, on le verra effectivement, le fils puni, il revient de la guerre, fatigué, handicapé, abîmé par la guerre, trop tard, le père est mort. Drame familial à nouveau. Et donc, on pourrait penser qu'ici, Greuze vient mettre en évidence la défaillance du fils. Mais à nouveau, beaucoup plus complexe. Si vous regardez le visage du père, qui pourrait être un modèle de père, le bon père de famille, si vous regardez ce visage, c'est le visage de la furie, de la couleur. Et là, c'est un père extrêmement autoritaire, un patriarche qui peut-être aussi vient effrayer sa propre famille, la dominer, et peut-être ce geste inconsidéré de cet enfant qui décide de quitter la famille pour rejoindre l'armée, ce n'est pas simplement une défaillance propre à l'enfant, c'est peut-être aussi une défaillance qui est liée à une mauvaise éducation, un père beaucoup trop autoritaire, au point d'effrayer toute la famille. À méditer, vous voyez, ce bon père ne l'est peut-être pas, il peut être aussi un père violent, irascible, colérique. Alors j'aimerais m'arrêter sur ce tableau qui illustre aussi le thème de cette salle, le face-à-face entre le père et le fils, tableau majeur dans l'œuvre de Greuze, puisque c'est son morceau de réception. Alors avant d'expliquer l'étrangeté, la bizarrerie de cette toile, j'aimerais évoquer la personnalité de Greuze, qui éclaire aussi ce tableau qui a été vécu par l'artiste comme un échec. Greuze est un artiste particulier, on a vu qu'il s'engageait dans sa peinture, qu'il exprimait ses idées dans sa peinture, et cet artiste n'est pas comme les autres. Et j'aimerais rappeler une anecdote qui est connue, mais qui dit beaucoup sur la psychologie de l'artiste. En 1761, Greuze est au sommet de sa gloire, il est sollicité par le dauphin, par l'entremise d'un collectionneur, la Livre de Julie, qui soutient l'artiste. Le dauphin sollicite Greuze pour peindre le portrait, son portrait, le portrait du dauphin. L'artiste réalise le portrait du dauphin et le dauphin, en raison de la qualité du tableau, souhaiterait que Greuze puisse également réaliser le portrait de son épouse, la dauphine. Greuze rencontre la dauphine. Après l'avoir vue, il lui dit tout de go « Madame, je n'ai pas pour habitude de peindre les visages plâtrés ». C'est une insulte à l'endroit de la dauphine, ça fait scandale à la cour. Vous voyez, comment un peintre, vous voyez, fils de couvreur de tournus, venu de Bourgogne, ose parler à la dauphine en ces termes. C'est un scandale. Et en une seule anecdote, vous avez compris toute la psychologie de Greuze. Un artiste, oui, qui ne se soumet à rien, qui considère qu'il est le maître de sa peinture et il choisit ses sujets. Alors, pourquoi cette anecdote ? Avant d'évoquer, vous voyez, ce tableau étrange, vous voyez, bien éloigné de tout ce que l'on a pu voir jusqu'ici, ce tableau dit aussi à nouveau sur la psychologie de Greuze. N'oubliez pas, lorsque l'on avait vu le portrait de l'enfant endormi, son morceau d'agrément, le merveilleux tableau de Montpellier, nous étions en 1755. Et un artiste se doit de réaliser son morceau de réception quelques mois après la présentation de ces tableaux d'agrément, au plus tard en 1756. 1757, Greuze n'a pas rendu son morceau de réception. 1759, 1761, 1763, 1765. Aucun artiste n'a osé fronder de cette manière-là. Greuze, lui, le fait, il ne rend pas son morceau de réception. L'Académie est très agacée puisque, en revanche,
l'artiste présente tous les 2 ans ses tableaux au salon et tous les 2 ans, l'artiste est acclamé. C'est le plus grand des peintres. Donc l'Académie est très agacée de son comportement puisqu'il profite de l'Académie sans pour autant présenter son morceau de réception, tant et si bien qu'en 1767, Greuze est interdit de salon. Monsieur Greuze, si vous ne rendez pas votre morceau de réception, vous ne pourrez pas présenter vos tableaux dans le cadre du salon. Interdit de salon en 1767, et donc, quelques jours avant l'ouverture du salon de 1769, enfin, Greuze se soumet à l'exercice, vient présenter à l'Académie le tableau tant attendu, le tableau qu'il aurait dû rendre presque 15 ans plus tôt, son morceau de réception, le voici, Septime Sévère, reprochant à son fils, Caracalla, d'avoir tenté de l'assassiner. Une bizarrerie iconographique unique dans l'histoire de la peinture. Aucun peintre n'a représenté ce sujet avant Jean-Baptiste Greuze, mais bizarrerie iconographique, mais également bizarrerie stylistique. Ce tableau détonne dans la peinture des années 1760, nous sommes en 69, et il faut savoir qu'il est face à son jury, et parmi le jury, vous avez un peintre, le premier peintre du roi, en 1769, c'est François Boucher, et vous avez bien compris que cette peinture austère, sévère, étrange, est le négatif même de l'art de Boucher. Les nudités, le rose, le bleu, l'agitation, c'est le négatif. Et Greuze vient ici faire une leçon à l'Académie. Non seulement je suis peintre de genre, je peins des scènes de genre, des bambochades, mais en ma qualité désormais de peintre de l'Académie, avec mon morceau de réception, j'entends être reçu comme peintre d'histoire, puisque ma scène de genre a valeur de tableau d'histoire. L'Académie, vous voyez, s'agace du comportement de Greuze, qui veut être reçu comme peintre d'histoire avec cet étrange tableau tiré de l'histoire antique, Septime Sévère, reprochant à son fils, donc Caracalla, d'avoir tenté de l'assassiner pendant les campagnes d'Angleterre. Deuxième temps, tentative d'assassinat, et c'est ce que représente ici Jean-Baptiste Greuze. L'empereur romain, Septime Sévère, convoque son fils, il dit « Tu as tenté de m'assassiner, je te demande de te présenter. » Le face-à-face entre le père et le fils. Si tu souhaites ma mort, demande à Papilien, le général qui est aux côtés de l'empereur, demande à Papilien de prendre cette épée et tue-moi dans un face-à-face, avec courage. Vous voyez l'attitude de Caracalla, penaud, à nouveau un thème cher à Greuze, le face-à-face entre le père et le fils. Vous voyez, même dans le cadre de son morceau de réception, il continue de réfléchir à ce rapport complexe entre le père et le fils. On pourrait imaginer, vous voyez, un père héroïque, courageux, celui qui n'est pas effrayé par la mort. Si tu désires ma mort, demande à Papilien de prendre cette épée, il n'est pas effrayé par la mort. On pourrait penser que ici Greuze veut représenter un exemplum virtutis, un exemple de vertu, c'est tout le contraire. Ici, Greuze a choisi un épisode antique très spécifique. Ce qu'il souhaite mettre en évidence, c'est la faiblesse de l'empereur. Cet empereur, Septime Sévère, n'est pas vertueux. Au contraire, c'est un père défaillant. En sa qualité d'empereur, pour défendre les intérêts de l'Empire, il aurait dû demander la condamnation de son fils. Mais ici, Septime Sévère agit comme père, il ne veut pas la mort de son propre fils, bien à tort, vous voyez, puisque, en raison de la faiblesse de l'empereur, se refusant de condamner son fils, il va lui permettre d'obtenir le pouvoir. Et il faut savoir qu'après la mort de Septime Sévère, qui régnera, c'est son fils Caracalla, le modèle de l'empereur scélérat, le premier empereur qui va contribuer à la décadence de l'Empire romain. La preuve que pour Greuze, même les plus grands seigneurs, vous voyez, les empereurs ne sont pas des modèles, bien au contraire, ils peuvent être aussi, vous voyez, des pères défaillants ou des empereurs défaillants. Méditation, vous voyez, sur l'histoire, sur l'exemplarité de l'histoire, mais aussi sur la défaillance des grands seigneurs, voire même des empereurs. Mais comment a réagi l'Académie royale de peinture et de sculpture devant ce tableau, enfin présenté par Jean-Baptiste Greuze pour être reçu à l'Académie? Comment a-t-elle réagi face à cette étrangeté iconographique et cette étrangeté aussi stylistique? Il faut insister sur la bizarrerie stylistique. Ici, Greuze annonce l'art de David. Conception ascétique, abstraite, géométrique, épurée, théâtrale, tout est déjà dit, tout est annoncé dans le devenir de la peinture. Mais ce néoclassicisme qui se développera à Paris, bien plus tard, sous la houlette de David, ce néoclassicisme appartient aux années 1780. Là, nous sommes beaucoup plus tôt, 1769. Étrange, l'Académie, comment réagira-t-elle devant une telle peinture?
mal, très mal. Lorsque le tableau lui est présenté, on a un récit circonstancié de la présentation de cette toile. On raconte que le jury s'est regardé, consterné par ce tableau. L'Académie a même dit ce tableau est de la plus grande médiocrité. Un tableau inacceptable dans son sujet étrange, inacceptable dans cette esthétique à contre-courant, une esthétique opposée à celle de Boucher. Comment réagit-elle? Elle n'aime pas le tableau, mais peut-elle ne pas recevoir Jean-Baptiste Greuze à l'Académie royale de peinture et de sculpture, le peintre le plus célèbre sur la scène artistique parisienne? Que peut-elle faire? Et la question qu'elle pose, très habile, un tableau qui représente un sujet d'histoire, il s'agit d'un sujet d'histoire, est-il nécessairement un tableau d'histoire? Et pour l'Académie, ce tableau, qui représente un sujet d'histoire, n'est pas un tableau d'histoire. C'est un tableau qui est en fait une scène de genre représentant un sujet d'histoire. Et donc Greuze a été reçu à l'Académie royale de peinture et de sculpture en qualité de peintre de scène de genre ayant représenté une scène d'histoire. Pour Greuze, cela a été une insulte. Il a claqué la porte de l'Académie. Il n'est jamais venu retirer ses lettres de réception, se sentant insulté. Et donc, il se retira de la vie académique au lendemain de l'échec du Septime Sévère et Caracalla. Ici, nous sommes dans la dernière salle de l'exposition consacrée à l'innocence perdue et au destin brisé. Vous êtes ici devant une toile qui s'intitule La Cruche cassée, qui est l'un des tableaux du musée du Louvre les plus célèbres de Greuze. Mais aujourd'hui, sans en connaître les codes, il est difficile de comprendre de quoi il s'agit et pourquoi cette œuvre vous hypnotise, vous perturbe peut-être. Alors, la cruche cassée, c'est la représentation de cette très jeune fille, vous voyez, avec à son bras une cruche fêlée. Au XVIIIe siècle, et ceci depuis le XVIIe siècle, les hommes et les femmes du XVIIIe siècle savaient que cruche cassée, ça voulait dire perte de l'innocence. Comme les œufs cassés du reste, et nous avons un autre tableau qui traite aussi du même sujet. Cruche fêlée, innocence perdue. Perte de virginité en fait, en réalité. Mais si on regarde ensuite d'autres détails, on va comprendre que cette perte, elle est aussi, et c'est ça qui est extrêmement original, à l'origine d'un trauma, et qu'il s'agit d'une œuvre qui représente non seulement la perte de la virginité, la perte de l'innocence, le basculement dans l'âge adulte qui intéresse Greuze, mais aussi, et c'est l'un des seuls à le traiter de cette manière-là, la question du viol tragique. Et on le comprend, et c'est la première fois je crois qu'on le montre dans une exposition consacrée à Greuze et dans toute exposition sur le 18e, on le montre grâce à l'analyse de la genèse des œuvres de Greuze et en particulier de celle-là, puisqu'on a retrouvé non seulement l'esquisse peinte préparatoire qui est au musée du Louvre et que vous voyez ici, mais surtout un dessin méconnu, voire inédit, qui montre comment Greuze pense le sujet. Alors je m'explique. La jeune fille, vous voyez, à sa cruche fêlée, elle est allée prendre de l'eau auprès d'une fontaine qui prend la forme d'un sphinge, mais si vous y regardez de plus près, il a la forme d'un visage humain, d'un homme, et elle a d'abord ce regard fixe, perdu, d'une tristesse inouïe, quelque chose de un peu désemparé. Ensuite, vous voyez que sa mise est un peu défaite, il laisse apparaître un téton. Elle est très belle et elle est en blanc parce qu'en fait, elle représente l'innocence et la pureté qu'on a entachée. Vous voyez aussi qu'elle retient avec ses mains des fleurs qui sont sur le point de tomber à jamais. L'eau s'est échappée, les fleurs tombent, elle a été déflorée. Ensuite, il faut regarder aussi ce qui se passe au niveau de ses mains. Elle a les deux mains qui retiennent les fleurs, mais aussi le tissu. Elle est raide. Et si vous regardez le dessin préparatoire, vous voyez que l'intention de Greuze est encore plus évidente. Parce que ce regard fixe, atterré de la jeune fille, il est dans le dessin préparatoire terrifié.
Dans ce dessin, on voit à quoi il s'intéresse. Au regard, les yeux sont très grands et terrifiés, traumatisés. Dans le dessin, l'agression sexuelle, elle est traduite, évoquée par ce tumulte des drapés, que l'on retrouve ici, mais de manière plus atténuée. Ensuite, dans l'esquisse préparatoire, il travaille la question de la tonalité des couleurs brun, grises, qui sont en adéquation avec le thème. Et ces différents éléments, la genèse de l'œuvre avec le dessin, l'esquisse préparatoire peinte et ensuite la version finale, vous fait comprendre l'originalité de cette œuvre et toute son ambiguïté aussi, parce que c'est à la fois une œuvre magnifique, sublime, qui dit une tragédie, un trauma. Ça veut dire aussi que Greuze, sans doute au XVIIIe siècle, montrait ces œuvres, elles sont destinées en particulier à des collectionneurs, à la haute société, et Greuze montre des choses que sans doute les unes et les uns ne voulaient pas voir. J'en veux pour preuve les autres œuvres de la salle qui, vous verrez, résonnent les unes avec les autres et vous démontrent comment Greuze pense, qu'est-ce qu'il dénonce. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite aussi à lire le catalogue et notamment un texte de Greuze lui-même qui dénonce de manière évidente les viols et la société qui n'intervient pas. Je vous présente ici l'oiseleur accordant sa guitare. Nous sommes en 1757 et c'est une œuvre rare parce qu'elle nous vient de Varsovie, du Musée national de Varsovie. Déjà, nous étions extrêmement contents d'obtenir ce prêt exceptionnel. Ensuite, ce tableau, il est important et je voulais vous l'expliquer parce qu'il ne se saisit pas immédiatement si on ne décode pas les détails, si on ne décrypte pas les différents éléments qui vous font comprendre, comme très souvent chez Greuze, il ne se saisit pas au premier regard. Il faut pouvoir décrypter les différents détails, connaître les codes pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'image. Vous voyez ici un jeune homme qui accorde sa guitare, mais ensuite regardez de près. Il y a autour de lui, c'est un oiseleur, différents oiseaux, mais ils sont tous morts, tombés, avec une cage ouverte. Et vous verrez dans le reste de la salle, nous sommes toujours dans la salle dédiée à l'innocence perdue, destin brisé, d'autres œuvres avec des cages et des oiseaux. C'était un thème très commun au XVIIIe siècle. Et l'oiseau qui s'est envolé de la cage, c'est l'amour qui a été consommé. Et l'oiseau mort peut aussi être à nouveau une évocation de la virginité perdue de la jeune femme. Et ici, vous voyez, il n'y a pas un oiseau, mais plusieurs tombés, morts. Vous voyez aussi d'autres allusions, comme ces deux bougies qui rentrent dans le bougeoir. Et regardez surtout son regard, un regard féroce, avec une main agressive qui gratte. Et ici, à nouveau, on regarde attentivement la genèse de l'œuvre et les œuvres préparatoires, comme ce dessin qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France, vous verrez à nouveau que ce qui l'intéresse, c'est ce regard furieux, féroce du jeune homme. Ce jeune homme se retrouve dans d'autres œuvres et là, il a le rôle de prédateur de manière absolument évidente, comme dans les œufs cassés du Metropolitan Museum de New York, où il est violemment grondé par une grand-mère pour avoir sans doute abusé d'une jeune fille. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, c'est à la fois extrêmement bien peint, il va vous traduire les tissus, les rayures, le côté anecdotique de sa mise, une scène de genre, de la vie quotidienne, mais derrière, il y a un autre message et on peut le comprendre autrement. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant avec Greuze, mais il faut pouvoir avoir le contenu et comprendre quels étaient les codes qui, pour les visiteurs du XVIIIe, étaient quelque chose d'assez évident, bien qu'ils aient aussi à l'époque été interprétés de différentes manières. Mais pour le visiteur du XXIe siècle, nous avons vraiment souhaité pouvoir lui donner tous les éléments pour qu'il comprenne les différentes lectures possibles des œuvres avec les cartels développés.
L'exposition vous permettra de découvrir toute la carrière de Greuze et nous vous amenons jusqu'à la fin de la vie de Greuze qui se termine en 1805, donc une carrière extrêmement longue. On est arrivé dans un autre monde après la Révolution, le néoclassicisme, et Greuze meurt un peu oublié, pauvre. Il a fait des mauvais placements au moment de la Révolution, il a un peu tout perdu, et il déclare à la fin de sa vie qu'il a tout perdu sauf le courage et le talent, et il meurt entouré de ses deux filles qui elles aussi vont apprendre l'art de peinture et poursuivre à la manière de leur père l'œuvre de Greuze.